Buongiorno, on va faire la présentation en français et vous allez voir Accord final, un film tourné en 1938. Ça marche pas? Grazie, buongiorno, on va présenter le film en français. Le film que vous allez voir, c'est Accord final, tourné en 1938. Et c'est un film qui, en fait, a besoin d'une explication, d'une présentation, pour savoir exactement de quoi il s'agit. Le film n'est pas signé d'Alda Sörk, en effet. Donc, je suis très heureux d'accueillir Frédéric Merz, directeur de la Cinémathèque suisse, qui nous a donné la copie, la seule, celle de la Cinémathèque suisse qui conserve ce film. Je n'ai pas besoin de vous le présenter parce qu'il a été directeur de ce festival. Donc, je te donne la parole, Frédéric, si tu veux un peu raconter l'histoire de comment ce film est né et qu'est-ce que c'est en effet. Merci Roberto. Donc j'ai un peu de difficulté à me sentir totalement légitime dans cette place, puisque Bernard Eisenschitz, l'auteur du livre sur Detlef Sierck ou Douglas Sirk, est dans la salle et que je m'inspire précisément de ce qu'il a écrit en partie pour vous en dire quelques mots. Enfin, en l'occurrence, ma présence est légitimée par le fait que vous allez en effet voir une copie de la Cinémathèque suisse qui a été en fait réalisée à partir d'un élément nitrate déposé aux archives du film à Paris. Et donc c'est une copie qui est une coproduction entre guillemets des archives du film et de la Cinémathèque suisse il y a pas mal d'années d'ailleurs. Vous allez voir, la copie est ce qu'elle est, c'est-à-dire que c'est une copie 35 mm, safety, avec un certain nombre de ruptures un peu brutales, quelques petites coupes dans le son, donc ne vous étonnez pas. Et je précise tout de suite qu'il est indiqué que le film est sous-titré allemand. Alors c'est bien le cas, il est sous-titré en allemand, mais pas tout à fait jusqu'au bout. Il y a un moment donné où tout d'un coup il n'y a plus de sous-titres. Alors c'est pas un problème technique, c'est comme ça, c'est la vie des copies analogiques. Et je précise aussi, et c'est assez amusant d'ailleurs, dans le film que vous allez voir, la copie que vous allez voir, il y a un certain nombre d'inserts de 2 lettres que l'on voit dans le film, et ces lettres sont curieusement écrites en allemand, alors qu'elles devraient être écrites en français. Parce qu'il s'agit probablement d'une copie qui a été remontée à partir de l'élément allemand, puisque le film avait aussi un titre allemand qui était Symphonie am Genfersee, puisque le film est sorti à Zurich en 1940 et évidemment pour des raisons que vous imaginez n'est jamais sorti à ma connaissance en Allemagne, mais en tout cas après la guerre, je crois pas. Voilà. Donc ce film est une curiosité, on va le dire comme ça, à plusieurs titres. En effet parce qu'il n'est pas signé Detlef Sörk, qui aurait été son nom à l'époque. Mais en même temps, il y est bien présent selon tous les éléments historiques qui ont pu être retrouvés et qui confirment sa présence. En l'occurrence, Detlef Sierck, ou Sirk à ce moment-là, est en train de partir d'Allemagne. Enfin, il a déjà quitté l'Allemagne, il cherche à se rendre aux États-Unis, il n'a pas encore obtenu son visa, il a besoin de travailler. Et donc il revient en France. Je rappelle, on vous l'a certainement déjà dit, qu'il essaye en effet de fuir l'Allemagne aussi en raison de son épouse juive, et aussi parce qu'il n'est pas forcément d'accord avec le régime qui est en train de se mettre en place. Et à ce moment-là, un Suisse, en l'occurrence un juif polonais naturalisé en 1933 en Suisse, à Zurich, Kiel Weissmann, surnommé Joseph Weissmann, fondateur de MLK Film, l'approche pour lui dire que son beau-frère, qui lui aussi est polonais naturalisé en 1934, Ignacy Rosenkrantz, souhaite réaliser un film, une sorte de comédie musicale, un peu sur un modèle américain. Cet homme est un grand mélomane, il aime beaucoup la musique, mais il ne connaît pas grand-chose au cinéma. C'est en tout cas pas un spécialiste du cinéma. Et il aurait besoin d'un soutien, d'une aide pendant le tournage. Et à ce moment-là, Detlef Sierck accepte de l'aider, mais à condition que son nom ne soit pas mentionné nulle part pour des raisons
de sécurité, puisque en l'occurrence la UFA, le studio allemand pour lequel il travaillait et qu'il a quitté, lui réclame de l'argent et évidemment le cherche. Et on peut imaginer aussi que les agents de Goebbels le recherchent aussi activement. Résultat, le film se tourne en présence de Sierck, mais sans qu'il soit officiellement mentionné nulle part. Pour rajouter une petite couche dans l'histoire, il faut savoir que le film est sorti avec un autre nom de réalisateur, le nom de IRB, parce qu'il ne fallait pas donner le sentiment au moment de sa sortie française que le réalisateur pourrait être juif. Vous voyez comme ça se complexifie. En réalité, il semblerait, d'après les sources qui ont été consultées par des éminents prédécesseurs historiens, qu'en effet, Sierck était bien présent sur le tournage. Non seulement c'était lui qui véritablement mettait en scène le film, et que Rosenkrantz se limitait à dire moteur. Voilà. Ce qui semble être très important dans la partie de Rosenkrantz, c'est la partie musicale. C'est lui qui a imposé un certain nombre de morceaux, notamment la symphonie hispanique de Lalo, contrairement à Sierck qui avait peut-être d'autres intentions. Le film ressemble beaucoup à une sorte de comédie française, puisque la quasi-totalité des acteurs sont français, sauf un, et sauf Käthe von Nagy, qui elle est d'origine hongroise, était une réfugiée hongroise, mais tous les autres sont français, dont évidemment certaines stars, Antoine Rigaud de l'époque, Antoine Rigaud, Jules Berry, mais aussi très jeunes. Vous allez les voir, Bernard Blier et Maurice Baquet, qui ont fait évidemment une immense carrière par la Suisse. Le film est tourné en studio, au studio d'Épinay-sur-Seine à Paris, donc en effet, il y a ce côté extrêmement français, certaines scènes au conservatoire, tournées au conservatoire de Paris, semble-t-il, mais tout le reste, tous les extérieurs sont tournés en effet en Suisse, du côté du bout du lac Léman, à savoir Montreux, Montreux, Villeneuve, la Tour de Paix, on voit le château de Chillon, d'ailleurs forcément un film suisse sans château de Chillon, c'est plus un film suisse, et l'île de Salagnon, cette fameuse île où se trouve une magnifique villa dont certains d'entre vous se souviennent pour l'avoir vue dans un film du réalisateur suisse Francis Rosser, puisqu'il en avait fait le centre de son film, et on y retrouvait Bulogier et Michael Lonsdal. Alors, je ne vais pas vous dire beaucoup plus, parce que le film est vraiment un film extrêmement léger, extrêmement simple, qui se base sur un Paris, et il est tout à fait agréable à voir. Mais ce qui est intéressant peut-être dans le cadre de cette rétrospective, c'est d'essayer de chercher les traces, au fond, de Sierck là-dedans. Alors vous allez dire, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. À mon sens, et je crois que c'est aussi l'avis de Bernard Eisenschitz qui l'écrit dans son livre, il y a vraiment le sens à la fois d'utilisation de la musique à l'intérieur du film. Les longues séquences de musique filmée sont assez admirables, et en particulier la dernière que vous verrez justement sur la symphonie hispanique de Lalo, où un certain nombre de plans sur le public qui écoute parfois avec une certaine inattention. Il n'y avait pas encore de téléphone portable à l'époque, mais c'est pas loin de là, sont d'une méchanceté et d'un humour caustique assez impressionnant. Donc le film, oui, n'est peut-être pas marquant dans l'œuvre de Sierck, mais certainement est un jalon intéressant pour essayer peut-être de comprendre, au fond, sur la base d'un sujet qu'il n'a pas choisi, d'un montage dont on ne sait pas s'il a véritablement suivi, mais d'un tournage qu'il a visiblement assumé, comment il a pu faire quelque chose qui est quand même très personnel, très alerte, très enlevé comme ça malgré tout. Et en plus, pour les Helvètes qui sont dans la salle, il y a ce charme aussi de voir des régions de Suisse qui sont finalement relativement peu filmées, parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois ici même, la Suisse a été beaucoup filmée dans les montagnes, mais très peu filmée au niveau des lacs. Et donc ça fait plaisir de temps en temps de retrouver ce lac Léman, qui s'appelle Genfersee dans certaines situations, mais le lac Léman. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que le conservatoire il est placé à Genève.
Donc géographiquement, on est aussi dans quelque chose qui est un peu amusant. On sent bien qu'il y a une coproduction franco-suisse. Et voilà. Donc bon plaisir avec cet accord final et cette copie voilà, d'époque, ou presque, puisque c'est plus une copie nitrate, mais enfin cette reproduction d'une copie d'époque. Bon plaisir et bonne suite de rétrospective. Et je recommande vivement la lecture du livre qui vient de sortir, donc rédigé par Bernard Agency, c'est aux éditions de l'Œil, qui vient de voilà, qu'on retrouve au festival. Voilà. Et en fait, ces 2 années 38-39 dans le livre de Bernard sont dans un chapitre qui s'appelle Exilé en Europe. Ce qui est intéressant parce qu'il a fait quand même 2 films. Le prochain, vous allez le voir dans quelques jours, c'est Boéfié en Hollande, juste avant son départ pour les États-Unis, c'était septembre 1939. Et donc, en fait, il y a 2 films qui ne sont pas allemands et ne sont pas américains. On dit toujours Alors, j'ai oublié de dire, donc, ce film-là, en effet, qui est un film franco-suisse, donc juste pour être très précis, il est sorti en décembre 1938 à Genève, simultanément à Genève au cinéma Rialto et à Lausanne au cinéma Capitole. Tiens donc, pour ceux qui connaissent le Capitole de Lausanne. Et il sortira en février en France, février 1939. Donc évidemment, sa carrière a été un tout petit peu amputée par la suite par les événements qui ont suivi. Voilà. Merci Frédéric, et je vous souhaite une bonne projection.